Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Les Explorateurs, la nouvelle émission scientifique et de découverte de Watch TV. À mes côtés, comme toujours, Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Ivar. La forme? Très bien. Super. Aujourd'hui, on va parler de nature, d'animaux, car on s'intéresse un peu à tout dans Les Explorateurs. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour. Tu es naturaliste de terrain. Écrivain spécialisé en zoologie, tu as édité pas mal de bouquins, on va détailler. Tu passes à la télé, tu as une chronique sur les animaux sur RTL. Sur RTL, ouais. Tu es également éco-guide, conférencier, illustrateur animalier. Bref, ton terrain de jeu. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais ton vrai terrain de jeu, c'est la nature. Je te laisse pour une première question entre les mains de la charmante Dorothée. Et tu es en plus autodidacte. Alors, comment est-ce Oui. que tu as fait justement pour devenir naturaliste? Est-ce que tu as appris la nature dans la nature, justement? Et c'est ça que je dis. J'ai appris la nature dans la nature. Il n'y a pas de diplôme, je crois, de chant de rouge-gorge ou de traces de chevreuil, de choses comme ça. C'est aussi des choses qu'on apprend sur le terrain, qu'on apprend. J'ai été aussi beaucoup journaliste, donc j'ai appris des gens du muséum que j'ai interviewés, de collègues naturalistes. On se passe les connaissances, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas le parcours diplôme et tout ça. Et peut-être qu'une formation, c'est aussi une déformation. Et j'ai toujours l'œil de celui qui découvre finalement. Quand je vais dans la nature, on m'a pas appris, donc je me pose des questions que tout le monde se pose et j'ai le langage de tout le monde. Voilà, il faut que ça ait des avantages aussi. T'es un curieux en fait. Curieux de nature, absolument, oui. Curieux de nature. On va regarder, parce que tu fais une série de petits reportages courts sur la nature. Et ça passe notamment d'ailleurs à l'occasion au festival de Ménigout avec les élèves de l'IFCAM. D'accord. À Ménigout, en fait, c'est une école, c'est la seule en Europe de cinéma animalier. Donc, je leur fais un peu prof et eux, ils me font des petits courts-métrages sympas. Donc, c'est une occasion de réunir nos compétences. Et on va regarder tout de suite justement un de ces courts-métrages, 2 petites minutes autour de la menthe religieuse. Vous allez voir, c'est assez étonnant et on voit donc Marc mise en situation avec ce monde animalier. On va regarder. En promenade, comme dans un jardin, si vous voulez voir des petites bêtes, penchez-vous un petit peu sur les fleurs. Voilà la sainte Nitouche des jardins. On l'appelle menthe religieuse parce qu'elle a toujours une attitude de prière. Mais en fait, elle est à l'affût, c'est pour mieux croquer les insectes. En fait, ça, c'est l'animal qui a inventé la pension alimentaire. Elle a mauvaise réputation parce que souvent elle décapite son mari. Le plus extraordinaire de l'affaire, c'est que quand le mâle a perdu la tête, il est totalement désinhibé. Il devient comme fou et il fait l'amour avec encore plus de vigueur et d'efficacité. Une grosse menthe religieuse, ça c'est forcément une femelle et probablement enceinte. Ce qui est intéressant déjà, c'est de regarder sa couleur, qui est quand même très homochromique, ça veut dire invisible, de la même couleur que le décor. Celles qui naissent dans des décors verts sont vertes, celle-ci, elle est beaucoup plus beige. Tiens, voilà celle dont on parlait tout à l'heure. Une menthe religieuse verte, celle-là elle est plus réglementaire, plus classique chez les menthes. Pareil, même attitude de prière, elle est à l'affût. J'en ai vu quelques fois qui avalaient 3, 4, 5 criquets dans l'heure. C'est quand même des morphales. Et ça prouve encore une fois que si on reste même dans un jardin, qu'on regarde quelques minutes, on voit de l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Alors, ces petits films, en fait, c'est une manière en fait, de connaître la nature. Tu racontes des histoires et tu racontes des histoires de manière très humoristique aussi, mais sérieuse. C'est mon arme de sensibilisation massive, l'humour. Je voudrais que même les gens qui ne s'intéressent pas aux animaux aient plaisir à entendre ça, justement, parce qu'au moins on passe un bon moment. C'est une base, voilà, c'est pour tout le monde.
ça permet aussi parce qu'il y a quand même un fond de sérieux. On va parler de tes livres. Ah bah oui. Le dernier qui est sorti, qui s'appelle La nature au fil des saisons, c'est quoi? C'est un itinéraire, c'est une promenade au fil de l'année dans la nature pour observer les végétaux, les animaux, ce qui s'y passe. C'est aussi donner de l'information, c'est pas juste rigoler, on est d'accord? Oui, voilà, c'est quand même sérieux, sinon ça serait pas drôle, hein. Donc c'est une sorte d'almanach au fil des mois et au fil des saisons, avec des petits conseils, des astuces de pros pour observer les animaux sauvages, des choses sur les idées reçues. Il y a même des recettes de cuisine sauvage aussi, du thé de pissenlit ou du thé de trèfle par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Et c'est pour toute la famille, hein. Il y a beaucoup de dessins humoristiques. Il y a aussi des dessins de François Desbordes, qui est une pointure, qui nous a fait la couverture. C'est un chef-d'œuvre. Donc lui, il a fait les dessins naturalistes et Gilles Macagno a fait les comiques. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est des petits textes courts, comme ça, on picore. C'est pas lassant. Voilà. Pourquoi est-il important de se pencher justement sur ce monde, cette nature, ces animaux qui nous entourent? Pourquoi c'est important? Après tout, qu'il y ait une espèce qui disparaisse en plus ou en moins, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé ma vie. C'est ce qu'on répond tout le temps. À quoi sert l'ours des Pyrénées? On répond à quoi sert Mozart? À quoi sert De Vinci et la Joconde? C'est quoi servir? Déjà, cette question est, je dirais pas pervers, mais c'est une idéologie. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on parle de plantes nuisibles, d'animaux nuisibles. Donc on se dit, dans la pensée populaire, finalement, on n'en a pas besoin. La Terre peut tourner sans tout ça. Voilà, c'est entièrement anthropocentré, c'est-à-dire qu'on ne parle que de nos intérêts. Servir, ça veut dire servir nos intérêts et notre économie. Mais la beauté, ça compte, l'imaginaire, ça compte. Moi, de savoir qu'il y a des loups dans les Alpes, ça me plaît. Et je suis pas le seul. La majorité des Français sont pour qu'il y ait des loups dans les Alpes. Et même si je les entends pas hurler, je sais qu'ils sont là. Il y a quelque chose de magique, de profond. La nature est inscrite en nous depuis la préhistoire. Donc c'est pas futile, les petites fleurs et les petits oiseaux. Et en plus, c'est utile. Mais même si c'était pas utile, je pense que ça mérite, c'est du vivant et ça mérite d'être protégé. Appeler la curiosité des gens, c'est ça? Absolument. Alors, Dorothée a beaucoup aimé aussi deux, trois autres bouquins que tu as pu commettre, dont celui-là, Le sex appeal du crocodile, avec des tas d'anecdotes rigolotes, amusantes, mais sérieuses, bien sûr, toujours sur le fond, avec des informations sérieuses. On va en détailler quelques-unes si tu veux bien. Tu parles des différents types de bistouquettes qu'on peut trouver dans le monde animalier. Et là, c'est assez étonnant quand même, parce que le crocodile est doté d'un zboob en forme de crochet, première chose. Oui. Le cochon d'un tire-bouchon. Ah oui, j'ai peine à te croire. Les lézards et les requins en ont un double. Ah oui? La nature est étrange. Hein. Oui. Ah oui, et puis encore, oui, c'est juste un d'extrait, hein, parce qu'il y a aussi une bête à quatre quéquettes, hein, c'est l'échidné. L'échidné, c'est comme l'ornithorynque, c'est un mammifère qui pond des œufs. Et la femelle a des voies génitales tellement compliquées qu'il est obligé d'un peu d'asperger dans tous les sens. Donc il a une sorte de couteau suisse à quatre têtes, voilà. Et la femelle kangourou, elle a deux vagins. Donc il y a vraiment des choses. Voilà, si on commence à se pencher sur ce genre de choses, c'est vraiment intéressant. Autre chose aussi concernant cette fois-ci les mérous. Je lis que les mérous naissent femelles. Oui, absolument. Et ils terminent mal. Et ils terminent mal. Oui. Ce sont des transsexuels, comme beaucoup de poissons d'ailleurs. Donc tous les jeunes sont des femelles et les vieux en état de se reproduire sont forcément des mâles qui s'accouplent forcément avec des petites jeunettes. Autre ouvrage dans le même esprit, j'ai envie de dire, mais qui s'appelle La vie rêvée des morpions. Là, l'esprit, c'est quoi? On s'intéresse à tous les parasites? Oui, les parasites, c'est quelque chose de passionnant. Plus de la moitié des espèces vivantes, il y en a qui disent 4 fois plus que les autres, sont des parasites. Et les autres espèces sont les parasités. Donc c'est quelque chose de fondamental dont on ne parle pas. Il y a très peu d'ouvrages grand public là-dessus. Alors j'ai titré sur les morpions parce que c'est un titre accrocheur, hein, vous avez bien compris. Mais je parle de tout en fait. Et il y a vraiment des histoires les plus extraordinaires que je connaisse. C'est par exemple ces histoires de parasites qui boguent le cerveau de leurs victimes. Par exemple un grillon qui se fait boguer par un ver. Et le ver oblige le grillon à se suicider, à se jeter à l'eau pour que le parasite continue son cycle. Donc c'est vraiment des histoires, on a peine à croire, hein. C'est extraordinaire. Alors avant que Dorothée ne rebondisse sur une de ces histoires, on va voir un autre petit film intéressant parce que tu as des initiatives aussi un peu militantes pour inciter tout le monde à faire quelque chose pour que la nature se développe à côté de chez soi. On va regarder une petite vidéo que tu as tournée il y a quelques années, mais l'initiative intéressante, c'est je crois tournée avec Laurent Baffy. Une idée toute simple, il y a la fête des mères et puis il y a aussi la fête des mares, on va regarder.
Bonjour, c'est Laurent Baffy. Bonjour, c'est Marc Géraud. Et il a instauré la fête des mares. On a instauré la fête des mares. Le dimanche après la fête des mers, chaque année, fête des mares. C'est malin. Alors, pas forcément cette date-là, mais voilà, si vous avez un petit bout de terrain, eh ben, vous creusez avec des amis, vous regardez sur internet comment ça se fait. Il faut peut-être de l'argile, il faut étudier tout ça. Pas besoin de mettre du plastique. C'est pas très compliqué. Absolument. Pas beaucoup d'entretien. Ça coûte pas cher. Et c'est un relais pour la vie, vous allez voir, c'est incroyable. Les crapauds, les tritons. Les ditiques, les notonectes, les grenouilles, tout ce qui vit dans l'eau. Absolument. Et tout ce qui vient boire, les oiseaux, les hérissons et toute la vie. En fait, c'est toute la vie. L'eau, c'est la vie. Et les renards, et les nuisibles. Plutôt sympathique, effectivement, faire une petite marche chez soi pour accueillir un petit écosystème, Oui. c'est intéressant. C'est une idée de Laurent, il est très concerné par les crapauds. Il y a du monde qui te suit et pas mal de people d'une certaine façon qui aiment bien ce que tu fais. Dorothée. Alors dans ce petit livre, moi j'ai beaucoup aimé quelques petites histoires. Donc la vie rêvée des morpions, celle sur les morpions justement, qu'on est tous. Le morpion avait des morpions. Alors je vais vous lire un petit morceau. Les morpions ne survivent normalement pas dans les cheveux ou dans la barbe, mais ils peuvent prospérer sous les aisselles et sur les cils de personnes ayant pratiqué un cunilingus avec une femme infestée. Dorothée, très, bien très sérieux. Oui. Très. À la cour de Napoléon III, il y avait quelqu'un de très chic qui était réputé pour ça parce qu'on voyait les traces de ses mœurs. Voilà. Oui. Et une autre plus. Bon, quelque chose un peu plus romantique, un peu plus sympa. Ça l'est un peu. Le mésange qui parfume son nid. Ah oui, alors ça c'est aussi une histoire de parasite. On s'est aperçu avec des mésanges bleus. C'est celle de la couverture de l'autre livre. D'ailleurs, la jolie petite mésange bleue qui est joli comme un oiseau des îles. Ça, c'est un oiseau qu'on peut voir partout, même à Paris. Donc, en Corse, on s'est aperçu qu'elle parfumait son nid avec de la lavande, de la menthe et des tas d'herbes aromatiques. Et on a fini par découvrir que c'était antiparasitaire et que ça correspond tout à fait aux produits ménagers, à ce qu'on met dans les produits ménagers. C'est parfumé à la lavande, à la menthe et à tout ça. Et les oiseaux savent le faire. Savoir imiter la nature, tout simplement. Ouais. C'est incroyable. Dorothée, Alors vous une êtes petite militant question. en fait, donc justement vous êtes Oui, vice-président de l'ASPAS. L'Association pour la protection des animaux sauvages. Et Ça consiste en quoi en fait exactement? Alors, militant, c'est un truc dont je suis très fier. Ça ne veut pas dire hystérique qui écoute personne. Ça veut dire au contraire quelqu'un qui prend de son temps pour une cause qui n'est pas forcément la sienne. Moi, je me dévoue pour la santé publique, pour le patrimoine naturel, dont je verrai peut-être pas les résultats. Mais ça me semble très, très important. Donc à l'ASPAS, on se bat beaucoup juridiquement pour faire respecter les lois. Déjà, on dit souvent on est des extrémistes, on voudrait que les lois soient respectées. Et elles ne le sont pas en France, notamment sur la chasse, sur beaucoup de problèmes comme ça. On essaie de défendre le loup, qui est une espèce protégée, contre une espèce de lobby aujourd'hui des éleveurs qui devient vraiment hystérique. Il y a 300 loups en France, il y en a 2500 en Espagne, où il y a beaucoup plus de brebis et beaucoup moins de problèmes. Donc il y a vraiment un problème politique, donc on essaye de se battre pour ça. Et pour les générations futures, voilà. On achète des espaces naturels qu'on laisse en libre naturalité. Ça se fait très peur. C'est-à-dire qu'on laisse la nature entièrement se débrouiller toute seule. Aucune gestion, pas de chasse, pas de sylviculture, rien. Un espace réellement sauvage. Voilà, enfin. Et finalement, ça se passe très bien. Mais évidemment, la nature était là bien avant nous et elle n'a pas besoin de nous. Et ça s'autorégule automatiquement. Oui, et on est tellement habitué à tout maîtriser, même quand on met un nichoir dans son jardin, il y a une sorte de maîtrise, alors que les oiseaux savent très bien construire leur nid tout seuls. Ouais. Merci Marc, le temps passe très vite, on arrive déjà au terme de cette émission. On va rappeler quand même, Dorothée, les 3 livres qu'on a présentés et qu'on aime beaucoup ici. Dorothée, tu nous donnes les titres. La nature au fil des saisons, Larry Édition, Le sex appeal du crocodile. La sexualité des animaux donc. Et La vie rêvée des morpions, les 2 aux éditions de La Chaux. Marc, on te fait un peu de pub, on te retrouve, on le rappelle, sur RTL, tu nous dis? Tous les vendredis vers 11h20, c'est ma chronique. Donc voilà, j'essaie d'avoir un rapport avec les people qu'on invite. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, je trouve toujours des trucs à dire. Parler donc de la nature d'une manière attrayante et distrayante, trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire, j'aime beaucoup cette formule. Merci Marc d'être venu Merci beaucoup Marc. Dans Les Explorateurs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec bien évidemment un nouvel explorateur ou une nouvelle exploratrice. À très bientôt les amis.